bus. Effectivement, si on a bien vu hier que la science-fiction réinvente des réalités alternatives par l'imaginaire, elle travaille aussi des modalités alternatives d'accès à la connaissance, voire à la conscience. Et c'est cela qu'on veut approfondir dans le cadre de cette 3e édition, en s'intéressant justement aux états de conscience alternatifs et au psychédélisme. Donc nous sommes vraiment ravis d'accueillir Zoé. Merci d'être avec nous. Zoé, tu es historienne de la médecine, chercheuse postdoctorale au département d'histoire de l'université de la Saskatchewan, au Canada, c'est ça. Tu es historienne, donc autrice de nombreuses publications, et tu étudies les transformations des pratiques médicales et des politiques de la santé qui sont liées aux usages des psychotropes depuis le 19e siècle. Donc, tu es à l'intersection des histoires politiques, sociales et scientifiques, et tu portes par ailleurs une attention particulière aux questions de genre dans l'histoire de la médecine et les imaginaires qu'elle déploie. On est ravis de t'accueillir. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la manière dont, en Occident, on a cherché à comprendre les effets des psychédéliques. Pourquoi en Occident ? Parce qu'on a un rapport particulier en tant que société aux psychotropes en général et aux psychédéliques en particulier. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que les psychédéliques ? En général, quand on parle des psychédéliques classiques, on parle de ces substances-là. Donc le LSD qui est tiré de l'ergot de seigle, c'est un champignon parasitaire du seigle. La mescaline qui est tirée du cactus peyote, la psilocybine qui est dans certains champignons dits champignons hallucinogènes, et puis la DMT qui est présente dans plein de plantes à travers le monde et qui est notamment utilisée dans un breuvage en Amérique du Sud qui s'appelle l'ayahuasca. Ces substances-là, elles ne sont pas toxiques, on ne peut pas faire d'overdose, et elles ne provoquent pas non plus d'addiction. Donc c'est des substances qui sont très sûres. Il y a d'autres produits, comme par exemple la kétamine ou la MDMA, qui ont un petit peu le même type d'effet psychique, un petit peu le même type d'effet thérapeutique, mais qui ne font pas effet sur le récepteur du cerveau sur lequel font effet ces substances-là, qui est celui de la sérotonine, donc ont un mode d'action chimique un peu différent. Donc pour les puristes, la kétamine et la MDMA ne font pas partie des psychédéliques. Donc dans cette présentation-là, pour faire un peu simple, quand je parlerai des psychédéliques, c'est ces substances-là. Alors je disais, en Occident, on a un rapport très particulier à ces substances et en fait, on a été très marqué par la doxa chrétienne qui, à partir du début du Moyen-Âge, a interdit l'ensemble des psychotropes à l'exclusion de l'alcool qui rentrait dans le culte. Donc psychotropes, c'est toutes les substances qui vont modifier l'état de conscience. C'est très large, ça va du café jusqu'à l'héroïne, le crack, en passant par l'alcool, le tabac, le cannabis, etc. Donc ces substances-là, elles ont été interdites pendant très longtemps, et c'est seulement au début du 19e siècle que les intellectuels, les scientifiques, les médecins vont commencer à prendre de la distance avec ces préceptes-là et commencer à étudier les psychotropes en général. Dès l'origine, on a un psychiatre français qui s'appelle Jacques Moreau de Tours, qui va expliquer que l'expérience des psychotropes est ineffable. Ça veut dire que, peu importe les mots qu'on va utiliser, on n'arrivera jamais à vraiment décrire ce que produisent ces substances. Et donc, il va recommander que les experts, enfin les personnes qui veulent se réclamer expertes de ces substances, en prennent elles-mêmes et de manière répétée, parce que c'est pas seulement en prenant une fois du cannabis pour la substance qui intéresse Moreau de Tours qu'on va vraiment comprendre ce que fait le cannabis. Il faut en prendre et de manière répétée. Donc c'est ce qu'il nous dit ici en 1845 et c'est ce qui va devenir la norme en médecine. À partir de ce moment-là, pour chaque nouvelle substance psychotrope qui va être découverte, eh ben, on va demander aux médecins qu'ils auto-expérimentent ces produits avant de penser à les administrer à leurs patients, parce que ce n'est pas dans les livres de médecine qu'ils vont pouvoir vraiment comprendre ce que ça pourra produire. Donc vous avez peut-être en tête Freud avec la cocaïne, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait normal et c'est même attendu par la communauté scientifique de cette époque. Alors, les psychédéliques commencent à arriver en Occident à la fin du 19e siècle. Et la première substance qu'on va étudier, c'est le cactus peyote, dont on va tirer la mescaline dans les années 1890. Et on va faire des médicaments à base du peyote et de la mescaline. Vous avez une publicité ici qui date de 1933. Ce médicament-là, il est accessible sans ordonnance dans les pharmacies et il va être vendu jusque dans les années 1960 en France. Dans l'étude de la mescaline et du peyote, les psychiatres, les scientifiques qui étudient ces substances, ils ont conscience que leur formation, elle les restreint dans leur interprétation des effets des produits. Et donc, ils vont s'entourer d'intellectuels et d'artistes pour leur donner de la mescaline ou du peyote, dans le but que ces personnes ensuite fassent des comptes rendus de leurs expériences pour approfondir en fait, les connaissances de ce que peuvent produire ces produits.
Donc je vous ai mis ici une photo de Sartre, parce que Sartre a pris de la mescaline à l'hôpital Sainte-Anne de Paris dans les années 1930. Et si ça vous intéresse, il y a une conférence du philosophe Gauthier d'Assonville qui est disponible sur YouTube, sur le sujet en français. Et il y a des crabes tout autour de la tête de Sartre, parce que Sartre va être, après son expérience, va faire un peu du stress post-traumatique. Il va être suivi par des crabes pendant plusieurs semaines. Et puis au bout d'un moment, il va se dire qu'il en a marre et il arrête ses hallucinations. Voilà, c'est une histoire qui est assez rigolote. Alors, quand la mescaline commence à être étudiée, en particulier à partir de l'entre-deux-guerres, on se demande dans quelle catégorie des psychotropes on va pouvoir la ranger. Parce qu'elle fait des effets qui sont très puissants et qui sont complètement différents des autres psychotropes qu'on connaît à cette époque-là. Par exemple, l'opium ou l'héroïne qui sont des narcotiques, la cocaïne ou les amphétamines qui sont des stimulants, l'alcool qui est un dépresseur. Donc on se demande quelle est cette nouvelle substance et comment on peut la décrire. La première manière, c'est d'utiliser une terminologie pathologique pour la décrire, puisque la mescaline provoque des déformations de la vision, des déformations des couleurs. Donc ce qui va être interprété comme des hallucinations. Hallucination, ça veut dire perception sans objet. Ça veut dire que vous voyez ou vous entendez quelque chose qui n'est pas là, et en plus vous croyez à la réalité de ce que vous êtes en train de percevoir. L'hallucination, c'est le signe de la folie depuis le 19e siècle. C'est vraiment synonyme. Quand on a des hallucinations, c'est qu'on est fou. Donc, on va au début classer la mescaline dans la catégorie des hallucinogènes, qui est une nouvelle catégorie qui se crée au début du 20e siècle. Donc, on interprète les effets de la mescaline comme étant pathologiques, comme provoquant des symptômes qui sont similaires aux personnes qui sont atteintes de psychose. Alors c'est Roger Dupuis qui propose cette catégorie des hallucinogènes. Vous voyez que c'est pas très clair pour lui, puisqu'il range là-dedans le cannabis, l'alcool, la bénadone, qui sont en fait des substances extrêmement différentes. Et puis il y a d'autres manières d'interpréter ces effets-là qui ne sont pas pathologiques, qui ne cherchent pas à aller donner une interprétation péjorative des effets de la mescaline. Et c'est notamment ce que porte le pharmacologue Louis Lewin, qui est allemand, et qui va proposer que simplement, pendant quelques heures, la mescaline permet d'accéder à une nouvelle manière de percevoir. Louis Lewin crée une catégorie spéciale des psychotropes, les fantastica, dans laquelle il va donc ranger le peyote et la mescaline. Dès l'origine, je vous mets un exemple ici, mais dès l'origine de ces interprétations pathologiques des effets de la mescaline comme mimant les psychoses, il y a des intellectuels, des artistes, des médecins qui vont contredire cette interprétation-là en disant, par exemple, comme le fait ici Merleau-Ponty, qu'une personne qui n'est pas malade, qui prend des psychédéliques, va avoir une expérience hallucinogène qui lui est propre, mais qui n'est absolument pas comparable à la psychose, puisque les personnes qui souffrent de psychose ont leur existence entière en fait, qui est façonnée par cette maladie, et en plus ils ne peuvent pas se dire que dans quelques heures ça sera terminé et que les hallucinations vont s'arrêter. Donc cette manière d'interpréter les psychédéliques va être critiquée dès le début, mais va quand même s'implanter dans tout le monde occidental. Alors la deuxième substance qui va être étudiée en Occident, c'est le LSD, dont on découvre les effets psychotropes en 1943. C'est le chimiste suisse Albert Hofmann, que vous voyez là, qui l'a synthétisé 5 ans plus tôt, qui, malgré lui, en se touchant, certainement, il en a un petit peu sur les doigts, il va se toucher la bouche et il va découvrir, malgré lui, que la substance sur laquelle il travaille a des effets psychotropes. C'est ce que montre l'espèce de buvard, le buvard que vous avez en illustration en haut. Donc le 16 avril 1943, il touche sa bouche et il a des premiers effets psychotropes. Donc en bon scientifique, il se dit il faut que j'étudie ça, il faut que je comprenne ce que sont ces effets-là. Et donc 3 jours plus tard, le 19 avril 1943, il va prendre la dose la plus minime qu'il puisse imaginer de LSD pour expérimenter, pour trouver la dose de départ et puis après expérimenter un peu plus. Sauf que le LSD, c'est une des substances qui fait effet à des doses les plus infinitésimales qu'on connaisse encore aujourd'hui. Donc il va prendre 250 microgrammes. La dose de base, aujourd'hui, pour les personnes qui prennent des psychédéliques, c'est 100 microgrammes, donc il prend 2 fois et demi la dose. Et ça va lui faire une expérience évidemment très très puissante. Il rentre à vélo chez lui, parce que c'est la guerre et il n'y a plus de voiture en Suisse. Et donc ce buvard, c'est le petit carton sur lequel on dépose des gouttes de LSD, représente cet événement qui est célébré à travers le monde tous les 19 avril 1943 et qui s'appelle le Bicycle Day. Voilà. Donc, Albert Hofmann,
quand il fait ses premières expériences du LSD, à ce moment-là, lui, il cherche un stimulant cardiaque. Donc, bien qu'il connaisse la mescaline, il va interpréter les effets du LSD comme étant un stimulant, et donc comme étant proche des amphétamines, parce que voilà, c'est ce qu'il cherche à ce moment-là. De leur côté, les patients à qui on administre le LSD pour la première fois, à cette époque-là, la seule expérience des psychotropes qu'ils peuvent avoir, c'est l'expérience de l'alcool, parce que le cannabis et évidemment les autres psychotropes ne sont pas très diffusés à cette époque. Et donc, quand ils prennent du LSD pour la première fois, ils n'interprètent pas ces effets comme étant pathologiques, ils disent pas « je suis en train de devenir fou ou folle », ils disent « je suis ivre ». Donc, ils comparent les effets des psychédéliques du LSD à l'alcool. Donc en fonction des connaissances et des attentes qu'on a des produits psychédéliques, l'expérience va être évidemment très différente. Mais quand le LSD va commencer à être mis sur le marché en 1947 par le laboratoire Sandoz qui le produit, il va y avoir des enjeux économiques très importants à la manière dont on va le présenter à la communauté scientifique. Soit on dit que, comme la mescaline, le LSD permet de créer un état schizophrénique transitoire. Donc, ça mime la psychose pendant un temps. Et là, c'est très intéressant, parce qu'on va pouvoir faire des expériences sur le cerveau, on va pouvoir l'administrer à des personnes qui ne sont pas malades pour observer comment se passe l'expérience, enfin la maladie mentale, comment évolue la maladie mentale. Donc, si on le décrit de cette manière-là, c'est très intéressant pour la communauté scientifique. Si on dit que c'est simplement une substance qui provoque un délire, bah là, c'est pas très intéressant parce qu'on en connaît plein, des substances délirogènes, comme par exemple la belladone, le datura, la jusquiam. Et ces substances-là, elles n'ont pas trouvé d'intérêt expérimental dans la science de cette époque-là. Donc, dès 1947, le psychiatre Werner Stoll, qui écrit le premier article scientifique sur le LSD, qui le présente donc au reste du monde, dit « Les similitudes entre l'action du LSD et d'autres états pathologiques aigus sont frappantes ». Donc, immédiatement, il relie le LSD à la mescaline en disant « ça provoque des effets qui sont proches de ceux des psychoses ». Et ça va permettre donc de faire des études là-dessus. Il y a même un terme qui va rapidement être formé pour décrire ces effets-là, qui est psychotomimétique, donc qui mime la psychose. Werner Stoll, qui fait ces premiers articles-là, c'est pas n'importe qui, c'est le fils d'Arthur Stoll. Et Arthur Stoll, c'est le directeur du laboratoire Sandoz qui produit le LSD. Donc il y a vraiment à ce moment-là un intérêt économique essentiel pour le laboratoire de présenter le LSD dans cette dimension psychotomimétique. Alors en fait, rapidement, au cours des années 50, les psychédéliques vont être de plus en plus étudiés, non plus seulement de manière expérimentale, mais aussi pour leurs propriétés thérapeutiques. Et là, l'interprétation pathologique, donc les termes qu'on emploie pour décrire les psychédéliques, comme hallucinogènes, comme psychotomimétiques ou comme psychodysleptiques en France, donc c'est des termes péjoratifs, ça contrevient en fait à l'idée que ça puisse être aussi des médicaments. Si vous dites cette substance-là va vous soigner, mais elle provoque des symptômes qui sont pathologiques, ça ne marche pas. Donc il y a des chercheurs à travers le monde qui vont essayer d'inventer un nouveau mot pour décrire cette substance. Et donc le psychiatre anglais Humphrey Osmond, dans sa correspondance avec Aldous Huxley, le philosophe, va inventer le terme psychédélique. Psychédélique, ça veut dire révélateur de l'âme ou révélateur de l'esprit, et c'est le terme qui va ensuite se diffuser très largement dans toute la communauté scientifique internationale, sauf en France. En France, on va inventer notre propre mot à nous, qui est donc psychodysleptique, qui veut dire perturbateur de l'âme, perturbateur de l'esprit. On reste dans cette interprétation pathologique de ces substances, et ça va marquer durablement la communauté scientifique française dans sa compréhension des effets des psychédéliques, puisque on n'a toujours pas repris les études en France sur ces substances, j'y reviendrai après. Ça fait que 3-4 ans que les scientifiques et les médecins français adoptent le terme psychédélique. Donc on a 60 ans de retard. Pourquoi psychédélique? Donc pourquoi révélateur de l'âme? D'où ça vient ce terme-là? Aldous Huxley, et il se base sur des philosophes avant lui comme Bergson en France ou comme William James aux États-Unis, il interprète le fonctionnement du cerveau comme étant une valve réductrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reçoit une infinité, pour lui, de sensations, de perceptions du monde qui nous entoure, et que cette infinité d'informations, elle est trop importante pour pouvoir fonctionner normalement. Donc le rôle du cerveau, ça va être de réduire ces informations à un tout petit nombre d'informations qui vont nous permettre de fonctionner normalement. Pour Huxley, les psychédéliques vont permettre de faire le chemin inverse et nous redonner accès, peut-être pas à l'ensemble des perceptions qu'on pourrait recevoir du monde, mais en tout cas à une grande partie de ces perceptions-là.
Alors au cours des années 60, on va de plus en plus en Occident inventer un nouveau vocabulaire pour essayer de décrire l'expérience psychédélique, et on va en particulier se tourner vers la philosophie orientale, notamment parce qu'on estime que le vocabulaire qui est disponible dans les langues occidentales n'est pas suffisant, est trop limité, parce qu'on a eu un rapport aux psychotropes pendant très longtemps qui a été interdit, au contraire des philosophies orientales qui se sont beaucoup plus questionnées sur le corps et sur les modifications de l'esprit. Donc on va aller chercher, piocher un petit peu des termes comme ça. Il y a par exemple le psychiatre allemand Hans-Karl Lehner qui dit « Le mécanisme thérapeutique ne correspond à aucun des concepts psychologiques courants. Les praticiens n'ont pas le choix et doivent avoir recours à ces anciens concepts pour comprendre les résultats de leurs essais cliniques. » Le problème, c'est que l'invention de tous ces nouveaux termes va nuire progressivement aux psychédéliques, parce que ce vocabulaire s'éloigne du langage légitime scientifique en Occident de cette époque-là. Alors très rapidement, j'ai pas du tout, c'est pas le lieu dans cette communication-là de décrire cette évolution de la recherche sur les psychédéliques, mais là vous avez le nombre d'études qui ont été faites sur le LSD au cours de l'histoire. Donc les psychédéliques sont très étudiés pendant la période des années 50 à 70, au point que le LSD c'est l'un des médicaments les plus étudiés au monde à cette époque-là. Et puis, il va y avoir, pour un certain nombre de raisons, un arrêt des études à partir des années 70. Donc, vous voyez que le nombre d'études se réduit très fortement. Il en reste quand même, parce qu'on continue à faire des études sur le modèle animal, mais plus du tout chez l'humain. Et puis, on a, ces dernières années, depuis une vingtaine d'années, ce qu'on appelle la renaissance psychédélique, où les scientifiques occidentaux s'intéressent à nouveau à ces substances. La première étude de la psilocybine chez l'humain, elle date de 2005 aux États-Unis. La première étude du LSD chez l'humain de 2014 en Suisse. Donc dans cette renaissance psychédélique, on va... Ah oui, alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on arrive à cette renaissance psychédélique? Quels sont les facteurs qui font qu'on s'intéresse à nouveau à ces produits? Il y a 3 éléments principaux. La première, c'est que dans les années 1990, on a inventé des nouvelles techniques d'exploration du cerveau, notamment l'imagerie cérébrale. Et donc, dans ces conditions, ça redevient intéressant en fait, de faire des expériences avec les psychédéliques pour voir ce que ça produit dans le cerveau, d'autant plus que c'est des substances qui ne sont pas dangereuses pour la santé, donc c'est assez sûr de faire ces expériences-là. La deuxième raison, c'est qu'on a des nouvelles générations de scientifiques et de chercheurs qui s'intéressent aux psychédéliques qu'on ne peut plus relier aux questions de contre-culture qui avaient marqué très négativement ce champ dans les années 60, en particulier aux États-Unis. Donc ces nouvelles générations de chercheurs qui prennent au maximum de la distance avec la contre-culture, par exemple, qui ont toujours les cheveux bien courts, qui s'habillent jamais de manière colorée, qui même cherchent vraiment à s'habiller de manière très classique, voire ringarde, quand ils viennent présenter leurs recherches dans les congrès médicaux, pour vraiment incarner en fait la légitimité de ce champ scientifique. Et puis la troisième raison, c'est l'impasse thérapeutique qu'on connaît ces dernières décennies dans un certain nombre de pathologies. Ça veut dire que pour, par exemple, la dépression ou le stress post-traumatique, un certain nombre de patients ne répondent pas aux traitements qui sont disponibles aujourd'hui. Donc ça redevient intéressant d'aller chercher dans les études des années 50-60 les recherches qui étaient faites sur les psychédéliques et qui présentaient des résultats thérapeutiques vraiment très positifs. Voilà, donc cet ensemble de raisons qui font qu'on s'intéresse à nouveau aujourd'hui aux psychédéliques. Donc dans ce contexte-là, on va interpréter d'une nouvelle manière les effets de ces produits. Et donc, par exemple, on crée maintenant des échelles, comme ça, des graphiques des différents effets. Vous voyez que ces 2 médecins qui sont suisses intègrent dans leur classification la kétamine et la MDMA. Donc on pense toujours en Occident que l'expérience des psychédéliques est ineffable, donc on ne peut pas la retranscrire par le langage, mais on essaye quand même. Donc aujourd'hui, la manière de décrire ces effets, c'est de dire que ça provoque un état modifié de conscience transitoire, donc ça veut dire que ça va s'arrêter au bout d'un moment, entre 15 minutes et une dizaine d'heures selon les produits. Et ces effets qui se caractérisent par une altération très profonde de l'ensemble des perceptions sensorielles, avec une modification aussi de l'humeur qui est très importante. Les effets des psychédéliques ils vont varier énormément en fonction du contexte de la prise et de la personnalité de la personne qui les prend. Donc comment la personne se sent à ce moment-là, quelles sont les connaissances qu'elle a au sujet de la substance, dans quelle pièce elle se trouve, est-ce qu'elle est confortable ou pas, est-ce qu'elle connaît les lieux, les personnes avec qui elle est, la musique qu'elle écoute, tout ça va influencer
influencer sur les effets qui seront produits. On n'interprète plus aujourd'hui les effets des psychédéliques comme étant hallucinogènes, donc on ne dit plus que ça provoque des hallucinations, on dit plutôt que ça provoque des hallucinoses, donc des déformations des couleurs et des formes qu'on peut percevoir. Alors cette description des effets psychédéliques, elle ne se fait pas exclusivement en laboratoire par des scientifiques qui essayent de comprendre ce que ça fait. En fait, c'est aussi et beaucoup les consommateurs et les consommatrices eux-mêmes en fait, des psychédéliques qui aident les scientifiques à expliciter les effets qui sont produits par ces substances. Donc ces personnes-là, on les appelle les psychonautes. C'est les personnes qui prennent des psychotropes en général pour faire des expériences, mais aussi pour faire la fête, mais qui font ensuite des trip reports. Les trip reports, c'est des contenus sur des sites dédiés sur Internet dans lesquels les gens racontent leurs expériences. Et dans ces trip reports, il y a des psychonautes qui proposent des termes pour décrire un certain nombre d'effets qui sont produits par les psychédéliques. Je vous en ai mis 2 ici. On a en haut l'after effect, ce qui veut dire que quand vous prenez des psychédéliques et que vous faites un mouvement rapide avec votre main, vous allez avoir votre main qui se dédouble comme ça. Et ce terme after effect, c'est pas un terme qui a été inventé par des scientifiques, c'est vraiment des psychonautes qui l'ont inventé. Et donc les scientifiques vont ensuite après lire les trip reports sur Internet pour essayer de piocher les termes qui sont inventés par les profanes qui consomment ces substances. Donc continuez à faire des trip reports si vous en faites, c'est très important, ça aide beaucoup la science. Si vous voulez voir une personne qui est sous l'influence de LSD, il y a cette vidéo sur YouTube qui est sous-titrée en français, où on voit une jeune femme en 1957 qui prend du LSD. C'est assez intéressant de regarder cette vidéo parce qu'on voit que les effets s'éloignent vraiment radicalement de ce que vous pouvez voir dans les films d'une personne qui est sous l'influence de LSD. Alors maintenant, grâce au numérique, on a aussi des artistes qui peuvent essayer de reproduire le plus fidèlement possible l'expérience psychédélique, qui était quelque chose qui frustrait énormément les artistes des années 50 et 60 qui n'arrivaient pas en fait dans leur art à reproduire fidèlement l'expérience psychédélique. Donc vous avez Locavision ici que vous pouvez retrouver sur Instagram ou sur YouTube qui arrive comme ça à montrer le mouvement de la rose qui en fait est immobile, mais aussi le mouvement de vieillissement, rajeunissement. Enfin, je trouve que son travail est vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau, les psychédéliques ? On a les neurosciences qui s'y intéressent donc depuis les années 2000 maintenant. Ici, vous avez 2 graphiques qui représentent les effets de la psilocybine et du LSD. C'est le même fonctionnement, c'est juste 2 manières différentes de représenter les effets. Donc, ce qu'on voit sur le graphique de la psilocybine, c'est que non seulement toutes les zones du cerveau discutent entre elles beaucoup plus que d'habitude, mais surtout il y a des zones du cerveau qui ne discutent pas entre elles normalement, qui commencent à le faire. Et ça, c'est intéressant, c'est ce qui va permettre d'avoir de nouvelles intuitions, des nouvelles manières de réfléchir, des nouvelles idées qui vont émerger dans le cerveau. Ce qu'on voit à droite sur l'image du LSD, c'est que donc, on voit aussi beaucoup plus de zones du cerveau qui travaillent, mais vous voyez en bas, il y a des zones en violet. Ces zones en violet, c'est les zones qui travaillent moins. Et cette zone-là, c'est la zone du cerveau sur laquelle on est centré sur nous. On réfléchit sur nous-mêmes et on rumine. Donc cette zone de la rumination, qui est la zone qui est très active, notamment dans la dépression, vous voyez que sous psychédélique, elle se réduit. Et donc ça, c'est un des effets qui est très intéressant aujourd'hui, qui est très utilisé pour les médecins qui travaillent avec les patients dépressifs. Alors, ce modèle-là d'interprétation des effets des psychédéliques par les neurosciences, il est extrêmement critiqué et les scientifiques qui produisent ces recherches en ont totalement conscience. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on mesure en fait de l'expérience psychédélique quand on met quelqu'un sous psychédélique dans un scanner ou qu'on lui met sur la tête un appareil d'électroencéphalogramme comme vous avez là. Donc pour vous donner une idée de l'absurdité un petit peu de ce que c'est que ce modèle scientifique-là, je vais vous lire ce qu'écrit Nicolas Langlitz, qui est un ethnologue allemand qui s'est placé en tant que cobaye dans une des expériences sur les psychédéliques il y a une dizaine d'années. Et donc il explique: j'ai ressenti une touche de joie et de sérénité, rappelant ce que j'avais vécu en tant qu'adolescent sous LSD. Ça a dû changer mon expression faciale. Kahn, c'est le scientifique qui fait l'étude, a ouvert l'interphone et m'a dit qu'ils avaient détecté une augmentation de la tension musculaire dans mon visage et que cela interférait avec l'enregistrement électroencéphalogramme. Il m'a demandé à plusieurs reprises de contrôler mon clignotement des paupières pour éviter de perturber la mesure de l'EEG. Par exemple, je n'étais pas censée cligner les yeux après avoir vu un grand cercle bleu ou en reconnaissant un visage.
Maintes et maintes fois, ils m'ont dit de détendre certains muscles faciaux, tandis que des idées aléatoires et des questions existentielles continuaient de surgir. Il était impossible de jongler avec toutes ces choses simultanément. Je me sentais harcelée, surmenée et auto-aliénée par le fait que mon système nerveux ne pouvait pas faire face à cette ruée d'exigences visuelles et de stimuli sensoriels. Quand toute la mesure fut finalement terminée à 13h30, j'étais épuisée et de mauvaise humeur. Donc, voilà, à nouveau, qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure une expérience psychédélique qui se passe dans ce contexte-là, qui n'a rien à voir en fait, avec l'expérience psychédélique que les gens font quand ils sont dans la nature, quand ils sont chez eux, qu'ils écoutent de la musique ou qu'ils sont en festival. Et c'est ce que nous dit le chercheur suisse Franz Wollenweider ici aussi. Il y a quelque chose comme le principe d'incertitude de Heisenberg dans la recherche sur les hallucinogènes. Lorsque vous observez la neurophysiologie, l'expérience vous échappe et vice-versa. Donc évidemment, les chercheurs, ils en ont bien conscience, ils essayent de faire évoluer leur modèle scientifique pour essayer de coller le plus proche possible à l'expérience psychédélique telle qu'elle est vécue par les gens. Et donc j'ai pu assister cet été à une étude qui a été faite par l'Imperial College, c'est la plus grande équipe de recherche sur les psychédéliques qui est à Londres, qui est dirigée par Christopher Timmerman, et ils allaient en festival pour proposer aux gens qui allaient prendre des psychédéliques de se faire mesurer le cerveau avec un électroencéphalogramme. Donc c'est une très bonne idée, c'est très bien de faire ça, mais en fait le matériel n'est pas du tout adapté. Et donc là, la personne devait rester assise, regarder fixement devant elle pendant 5 minutes, les yeux fermés. Le problème, c'est qu'il faisait très chaud, hein, vous pouvez voir qu'ils ne sont pas très habillés, et la machine n'arrêtait pas de bugger. Donc il fallait que la personne qui était sous psychédélique refasse, ça a duré presque une demi-heure. Donc c'était vraiment très long pour elle. Et en plus, il y avait du soleil et du vent. Et donc, ils étaient sous les arbres, sauf que ça faisait de l'ombre qui bougeait. Donc la personne avait vraiment du mal à rester avec les yeux fixes. Et c'est ce que vous pouvez voir sur l'iPad ici, où on voit le graphique en fait, qui monte tout à coup et qui descend. Ça, c'est quand la personne a bougé les yeux. Donc voilà, on en est au tout début de la reprise de ces recherches-là. Les scientifiques ont vraiment conscience qu'ils sont limités dans leur interprétation des psychédéliques, et puis tout ça va évoluer dans les prochaines années, ce qui rend cette recherche absolument fascinante, parce qu'on est au cœur de la recherche, du début de la recherche sur ces substances. Alors pour terminer juste très rapidement, les psychédéliques sont toujours interdits aujourd'hui en France et dans le monde. C'est pas des bonbons. Il y a un intérêt de plus en plus des gens qui s'intéressent à ces questions pour consommer ces produits-là. Il faut faire attention, c'est des substances qui ne peuvent pas être consommées n'importe comment. Si jamais vous ou des gens que vous connaissez ont envie de faire cette expérience-là, je fais un peu de réduction des risques. On a fondé en 2017 la Société psychédélique française, qui est une société savante qui vise à diffuser les connaissances sur les psychédéliques. Vous voyez qu'on est présent sur tous les réseaux sociaux. Et il y a le premier manuel de réduction des risques en français qui est disponible gratuitement en ligne. Vous pouvez le télécharger, donc n'hésitez pas à solliciter ces ressources-là. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Peut-être avant de prendre une ou deux questions de la salle, moi je trouvais ça intéressant aussi dans ces trip reports, la question de la mise en cohérence. Et en fait, parce que dans le graphique avec le robinet que j'avais montré, il y a on voit effectivement une espèce d'impossibilité de rassembler justement la multiplicité des sensations. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose en fait dans l'expérience, en tout cas qui est intéressant aussi par rapport à des références plus théoriques, philosophiques, c'est que l'un des effets justement des psychédéliques, c'est de permettre une juxtaposition d'émotions. Mais est-ce que cette juxtaposition peut donner lieu quand même à une espèce de mise en cohérence globale dans le cerveau? Ou peut-être qu'on ne sait pas en fait. Mais... Alors... Les effets des psychédéliques, pour l'instant, on les comprend très mal. On ne sait pas du tout ce que ça produit. On est, encore une fois, vraiment au tout début des recherches. Donc, ce que je vais peut-être dire là va évoluer dans les prochaines décennies. En général, en tout cas, moi je suis historienne, donc je connais plus aussi les recherches qui sont faites dans les années 50-60. Dans les années 50-60, il y a d'abord une interprétation chaotique des effets des psychédéliques. On a l'impression que c'est une quantité d'informations qui est donnée et que les sujets n'arrivent pas à faire le tri. Et en fait, progressivement, on se rend compte que c'est pas si chaotique que ça et qu'il y a c'est une nouvelle manière de percevoir, mais qui est construite, en fait, qui est vraiment... qu'on peut expliquer rationnellement aussi. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à vraiment faire des recherches pour essayer de l'expliquer le mieux possible. Mais on reste quand même limité, même encore aujourd'hui, avec toutes nos
tous nos moyens scientifiques, voilà, pour l'instant, on a encore vraiment du mal à expliquer l'expérience psychédélique. Et il y a plein de recherches du coup qui se font sur des champs qui touchent un petit peu aussi à la parapsychologie, par exemple, avec des recherches sur les entités. Il y a des personnes qui prennent des psychédéliques et qui ont l'impression de percevoir des formes à côté d'elles, qui ont une réalité concrète en dehors de leur propre... de leur être propre. Donc voilà, il y a des recherches qui se font sur ça, il y a des recherches qui se font sur les expériences multiples sous psychédéliques, donc des gens qui ont l'impression de vivre une même expérience à plusieurs. Voilà, ça, on n'en sait rien encore pour l'instant. Ça, c'est intéressant, ça fait un écho à la conférence qu'on avait eue l'année dernière avec Adam Horowitz, qui lui travaille sur le fait que, en fait, même complètement de l'inception, c'est-à-dire aider les gens à rêver de ce dont ils veulent rêver, et il travaille beaucoup sur la mise en commun de ces expériences, en fait, que les gens puissent rêver collectivement. Donc ça, j'imagine qu'il y a peut-être des canaux oui, certainement. parallèles. Et puis avec le rêve éveillé aussi, j'ai lu là, dernièrement des articles qui sortent sur ça pour, par exemple, il y a beaucoup de recherches sur le rêve éveillé en ce moment, où on essaye de produire en fait des rêves éveillés. Donc par exemple, si vous voulez faire un rêve éveillé, apparemment, il faut dans la journée compter ses doigts régulièrement pour que si ça vous arrive en rêve, vous ne puissiez pas compter vos doigts et que donc vous vous disiez « Ah, mais je suis en train de rêver ». Voilà, donc ça, c'est aussi des recherches qui peuvent être adaptées aux psychédéliques pour essayer d'orienter l'expérience psychédélique et d'aller chercher ce qu'on veut produire dans l'expérience psychédélique, en particulier dans les recherches thérapeutiques qui se font aujourd'hui, pour essayer de creuser sur les questions de traumatisme, de dépression, d'où est-ce que tout ça vient, et donc de s'entraîner avant l'expérience psychédélique pour produire l'expérience psychédélique qu'on voudrait avoir. Merci. Est-ce qu'on a le temps? On va prendre une question encore. Merci beaucoup. Apparemment, le LSD a été très utilisé par l'armée américaine pendant différentes guerres, notamment celle du Vietnam. Est-ce que, en tant qu'historienne, vous avez accès à des tests ou des études qui auraient pu être faites dans ce domaine-là? Alors, je suis toujours amusée que ça revienne encore toujours ces questions. Donc ça montre qu'il y a vraiment un travail de déconstruction à faire. Donc oui, la CIA a financé un certain nombre de recherches au début des années 50, mais elle n'est pas la seule institution armée qui a financé ce type de recherche. On est dans un contexte de la guerre froide où toutes les armées occidentales cherchent à trouver des nouvelles armes chimiques. Donc la CIA va financer des recherches pour essayer de voir si le LSD pourrait permettre de perturber suffisamment les ennemis pour les empêcher de mener les guerres. Et puis ensuite, ça ne marche pas. Donc ils font d'autres recherches pour essayer de voir si le LSD pourrait être un sérum de vérité. Et finalement, ça ne marche pas non plus. Donc en fait, les recherches sur la CIA sont vraiment très limitées. Il y a eu des financements ensuite. La CIA a continué à financer un petit peu les recherches aux États-Unis en thérapeutique pour essayer de mieux comprendre ce que font les psychédéliques. Mais c'est vraiment par rapport au nombre de recherches médicales qui ont été faites sur ces substances, c'est vraiment anecdotique. Mais ça montre à quel point on est encore toujours très marqué par les représentations très négatives autour de ces substances-là. Donc oui, il y a des recherches qui ont été faites par la CIA, mais qui sont limitées. C'est intéressant en tout cas de voir c'est presque une malédiction de ce produit qui promet trop de choses et on essaie d'en extraire trop. Merci. C'est très beau, en tout cas, dans une conférence sur les réalités de la science-fiction, d'avoir fini sur les rêves éveillés. Ça aurait presque pu être un autre titre pour cet ensemble de programmes. On remercie, on applaudit The Edubus. Merci beaucoup. Merci à vous.